Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On déteste la vie ici, très clairement, semaine après semaine, ça s'aggrave. Défaite de l'OGC Nice face à l'Olympique Turpin 1-0 au Groupama Stadium. Bon, on va pas épiloguer, j'essaye de trouver une intro un peu imagée, originale et rigolote, mais j'ai pas envie de rire, tout simplement. Et je pense que pour les images, on en a vu déjà une certaine quantité hier soir, on a l'habitude, on le savait avant, comme le disait Jean-Pierre River, avec la désignation de cet arbitre. On va bien entendu essayer de parler un peu terrain, vous le savez dans cette émission, on décortique quand même tout ce qui se passe sur le terrain, tous les faits de jeu, l'arbitrage en fait partie, mais on essaye d'éviter de se cacher derrière. Bon, là, je vous avoue, on va avoir beaucoup de mal de pas en faire la plus grosse partie de notre émission. Déjà parce que si c'est pas, ce qui s'est passé est tout simplement un scandale, qu'on n'est pas juste sur un fait de jeu, mais sur très clairement un agenda orchestré par cet arbitre-là. Alors bon, j'ai pas dit par la Ligue, on n'est pas encore tout à fait dans le complotisme. Ça pourrait venir dans les prochaines semaines, mais pas encore. Et puis aussi parce qu'on va se l'avouer, pour ce qu'on a vu sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à décortiquer. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être 3-4 joueurs au niveau requis pour faire une performance à l'extérieur. C'est trop peu, mais c'est dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Voilà, maintenant que j'ai bien installé une ambiance de merde dans ce samedi matin, certes ensoleillé, mais je pense qu'aucun supporter de l'OGC Nice ne verra le soleil cette semaine. Hein. Il n'y a que désespoir et orage dans nos cerveaux et dans nos cœurs. Je vais quand même accueillir avec plaisir, et c'est peut-être le seul plaisir qu'on aura dans cette émission, nos deux chroniqueurs du jour. On va commencer par Alric. Salut Alric, je te demande pas comment ça va, du coup, je sais pas, dis-moi un autre truc. Bonjour. Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis toujours pas redescendu de la colère du match d'hier soir. Je me suis couché très tard pour essayer de trouver des explications, pour essayer de rationaliser un petit peu ce qui s'est passé. Je n'ai toujours pas d'explication et j'ai toujours pas envie de rationaliser. Souvent je me dis c'est que du foot, mais en fait non, c'est pas que du foot, ça va bien au-delà. Donc j'ai un grand plaisir de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Ouais, je suis bien content d'avoir personne à la maison ou même dans mon entourage qui me dit ça va, c'est que du foot, parce que là je pense que c'était Mao Shigeri dans le visage direct quoi, hein, très clairement. Mais bref, pas de violence dans cette émission, seulement verbale, et on y vient. Mais d'abord, l'autre plaisir de cette émission, c'est d'accueillir Hugo. Salut Hugo, bienvenue. Et bon, je te pose pas de questions, juste bienvenue. Salut Sky, ben merci beaucoup, ça fait plaisir de pouvoir entrer en thérapie après ce deuxième match de suite très compliqué après Monaco. Ça avait déjà été dur de trouver le sommeil, là ça l'a encore été, mais quand même un plaisir de participer à l'émission à chaque fois. Ouais, encore une petite émission thérapie. On avait perdu cette habitude, mais ça revient. Je sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas, au moins, ça a peut-être une vertu salvatrice pour notre santé mentale. On le verra en fin d'émission. Alors, messieurs, je vous propose d'habitude, on essaye d'évacuer le sujet arbitrage dès le début. Là, je vous avoue que ça risque d'être une grosse partie de l'émission, donc on va quand même commencer par là, mais on va pas être sur de l'évacuation, hein, on va être sur de la tentative de digestion plutôt. Vous avez tous et toutes vu le match, les images ou les réactions à minima sur les réseaux sociaux, les réactions de notre club et de l'institution, on y viendra dans un second temps. Parlons d'abord de l'arbitrage de Clément Turpin. On le rappelle, Clément Turpin qui était à la VAR contre Monaco, qui avait demandé à l'arbitre central, Monsieur Vatelier, d'expulser Dante. Donc bon, après, sur la nature, le bien fondé de l'expulsion, on y reviendra, mais en tout cas, dans ce sens-là, la VAR fonctionne avec Monsieur Turpin. Dans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué, puisque on va revenir sur quelques situations qui auraient dû donner penalty en faveur de l'OGC Nice, et puis on citera aussi, pour le fun, histoire d'être encore un peu plus complet, pas mal d'autres erreurs, on va dire peut-être un peu moins graves, mais voilà, qui s'ajoutent de toute façon à la disaster class de Clément Turpin. Alors, bon, le penalty, on se remémore les actions ensemble. Vous allez nous dire, et vous nous direz sur les réseaux sociaux aussi, chers auditeurs, chères auditrices, si pour vous c'est 0, 1, 2, 3, 4 penalties qui ont été oubliés pour Nice. Il y a une espèce de consensus sur deux évidents et trois potentiellement sifflables. Donc on a voilà un coup de coude dans la bouche de Evan Guessant, une main dans la surface, Tagliafico qui prépare les Jeux Olympiques de judo avec Jordan Lotomba. Hein. Je pense que ça méritait un Yuko, ou bon, j'ai pas tout à fait le vocabulaire judo, vous m'excuserez s'il y a des spécialistes parmi vous. J'en oublie une tellement mon cerveau est en train d'essayer de d'effacer ce trauma. Et puis je sais pas, on va essayer de rester le plus factuel possible, messieurs, mais
Voilà, pour vous, c'est techniquement, si on essaie de mettre le ressentiment quelques instants de côté, c'est combien d'erreurs manifestes qui auraient dû être corrigées par la VAR, selon vous, tout simplement, hier soir? Deux, je pense deux. Deux, parce que autant, tu vois, la main, au début, elle me paraît... Alors, elle est flagrante, la main, elle est là, mais le tir est contré, je sais pas trop ce que dit le règlement, je suis pas allé Alors, voir, je m'en... je suis allé voir ce matin, le règlement dit, et c'est le règlement qu'on connaît tous, que si le ballon touche d'abord sur un même joueur une autre surface du corps, par exemple, voilà, si ça avait touché le pied du même joueur, de Maxence Cacré, il me semble, puis sa main, on en a déjà vu plein, et puis on connaît cette évolution de la règle depuis quelques années. Par contre, à aucun moment, le règlement ne statue si c'est un autre joueur qui le fait. Là, on est sur de l'interprétation, on peut dire sur de l'esprit du jeu. L'OGC Nice, en tant qu'institution, semble avoir accepté, compris, en tout cas c'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin, cette décision-là. Mais si tu te fies à une application stricto sensus du règlement, jamais ça c'est signifié si c'est un autre joueur. Donc bon, là, on est encore une fois sur une interprétation qui, bizarrement, est en défaveur de l'OGC Nice. Pardon, je t'ai coupé, Voilà. mais vu que j'ai lu le point de règlement ce Non, matin... mais tu fais bien parce que je suis pas allé voir et puis après tout, Qu'est-ce que ça j'ai envie change? de te dire, je m'en fous et ça changera rien. Après, je me pose toujours la question sur ce type d'action. Si c'est dans l'autre sens, est-ce qu'on crie pas au scandale? Donc, tu vois, ce penalty-là, je veux bien qu'on me l'explique, y a pas de problème, ok, pas de souci. Mais alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est le penalty sur Evan Guessant. Enfin, je veux dire, depuis quand tu peux mettre... Alors, bien sûr que tu peux écarter ton vis-à-vis du bras, épaule contre épaule, pas de souci. Mais depuis quand tu peux mettre un coup de coude dans le visage à ton adversaire direct sans qu'il ne se passe rien, sans que la VAR ne dise pas, là par contre c'était pas légal comme geste, il faudrait peut-être sanctionner. Même au Donc, rugby, c'est faute. Hein. bah, même au rugby, c'est faute. Enfin, je veux dire, à un moment donné, écarter les bras, ok, ça compte. On peut pas défendre les mains dans le dos et tout ça, il y a pas de souci. Mais il doit y avoir des limites. Et la deuxième chose, c'est ce penalty sur Jordan Lutomba. Pour que, je vais même reprendre ce qu'un arbitre de niveau amateur sur Twitter a dit. Ok, l'arbitre central il est peut-être mal placé, il voit pas l'entièreté de l'action. Mais si la VAR, avec les 36 ralentis, les méga zooms de l'espace-temps qu'ils ont, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a tirage de maillot plus balayette digne du judo, à ce moment-là, il faut qu'ils changent de lunettes, il faut qu'ils changent de sport, il faut qu'ils arrêtent de bouffer des burgers, puisqu'ils font la pub à chaque fois sur Burger King. Donc il faut vraiment qu'il y ait un espèce de consensus que tous les clubs de Ligue 1, parce qu'en fait, la réalité, elle est là. Ça fera peut-être pas plaisir aux autres, mais la réalité, elle est que en Ligue 1, l'arbitrage, il est nul. Il est nul à chier. Vraiment, il est nul. Et en fait, il faudrait qu'il y ait une espèce de consensus des clubs de Ligue 1 qui, toutes les semaines, considèrent qu'ils sont lésés, même si pour l'OGC Nice, j'avoue que là, ça fait quand même quelques matchs que ça se répète avec... On n'est pas les seuls à être lésés, mais on fait quand même Voilà, partie de la team lésée plutôt que de la team avantagée. c'est ça, On voilà. est pas dans le top 5, quoi. Ça commence à s'accumuler un peu trop. Désolé, je suis un petit peu long, je vais vite conclure. Mais il faudrait qu'il y ait une espèce de consensus entre tous les clubs de Ligue 1 et qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise voilà, vous êtes nuls, donc on va faire 2-3 trucs pour que il y a plus de discussion par rapport aux décisions arbitrales. Par exemple, il faudrait que la VAR, elle intervienne à chaque fois. À chaque fois, il faudrait assister ces putains de Mongoliens qui sont au centre du terrain. Parce que y en a marre de dire là on met pas la VAR, là la VAR elle intervient, là la VAR Là, oh, c'est c'est pas, pas là, c'est obligé. pas manifeste. Donc, oui, c'est une erreur, mais elle est pas assez grosse pour qu'on revienne dessus. Ce que Il tu faut entends à de chaque temps en comme temps. au rugby à chaque fois qu'il y a une situation litigieuse, la VAR elle intervient parce que ce sont des putains de Mongoliens sur les terrains. Je suis désolé hein, je suis très très énervé mais je l'avais prévenu. Donc c'est des Mongoliens, il faut les assister, ils comprennent rien. Et le problème c'est que si tu mets des arbitres qui sont tout autant mongoliens derrière la VAR, eh ben t'auras toujours des problèmes. Donc il faut prendre des gens qui sont neutres, qui regardent les images et qui débattent des images de manière neutre. Ouais. Voilà, qu'il n'y ait pas de notation des arbitres, des choses comme ça, parce qu'il y en a marre toutes les semaines. Et tous les clubs peuvent dire qu'ils se sentent lésés parce que toutes les semaines, il y a un problème d'arbitrage. Voilà. Les arbitres sont mongoliens, il faut les assister comme des Mongoliens. Oui, d'ailleurs, Brest, hein, qui a demandé le retrait de la VAR, hein, il y a quelques semaines. Tout le monde s'en est beaucoup amusé sur le moment. Bon, moi, ça me fait vachement moins rire d'un coup, puisque, bah,
Même si à titre personnel, je suis quand même globalement pro vidéo, tu te dis que c'est une dépense quand même bien inutile quand tu vois le résultat sur ce genre de rencontre. Alors Hugo, je te passe la patate chaude, hein, je suis désolé. Donc bon, Alric est plutôt de la team on va dire de la team, les arbitres sont juste complètement nuls. Donc on va éviter de verser dans le complotisme, mais est-ce que au final se dire que les arbitres sont nuls, c'est pas aussi les déresponsabiliser d'une certaine partie de leurs erreurs? Est-ce qu'on peut dire, alors Jean-Pierre River l'a rappelé, on parlera de sa réaction dans quelques instants, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, hein, ça nous arrive à nous, ça arrive à Jean-Pierre River, on veut bien croire que ça arrive aussi à Clément Turpin. Là, on n'est quand même pas sur une erreur, sur quelque chose qui n'a pas été vu, pas été sifflé, qui a été interprété. On est quand même sur une accumulation d'erreurs sur 2 matchs. On se dit quand même, est-ce qu'on a affaire, et c'est humain quelque part, je pense aussi, et c'est peut-être notre part d'erreur en tant que supporter qui ne sommes pas plus objectifs que les autres, hein, mais est-ce que vraiment on peut encore croire que on est juste sur une question d'incompétence quand tu vois l'accumulation de conneries et de scandales qu'on a pu voir hier soir à Lyon? Bah déjà je me permets de rajouter aussi deux petits faits que vous avez pas mentionnés dans les erreurs d'arbitrage. C'est l'histoire avec Lacazette en première période qui se fritait avec Youssouf averti, puis il le balaye dans la foulée, il prend pas d'avertissement, problématique, et seulement les 3 minutes de temps additionnel au final, alors que il y a eu 10 changements, Lyon a gagné beaucoup de temps, et 3 minutes, c'est... La règle dit on voit 30 plus ça secondes de aujourd'hui, changement de toute façon, donc même si tu comptes pas le temps gagné par Lyon, t'es déjà sur 5 minutes avec les 10 changements. Voilà, puis aujourd'hui, on voit plus seulement 3 minutes de temps additionnel en fin de match, avec tous les changements, c'est en général 5-6 minutes, donc c'était très étonnant aussi. Et sur la question de l'arbitrage, c'est très étonnant au moins que la VAR ne l'ait pas interpellé au moins une fois pour aller voir. J'aime bien la théorie du complot de Jean-Pierre River, comme quoi Turpin, en fait, vu que c'est le pseudo meilleur arbitre français, en fait, peut-être que les arbitres à la VAR osent pas l'appeler pour aller voir, parce que il me semble que dans la notation des arbitres, quand ils sont déjugés par la VAR, ils perdent des points dans leur notation. Donc C'est ça, c'est exactement donc, ça. Il me semble que donc ça a été c'est enlevé cette saison, mais ça ne... Ça a été le cas les années précédentes, en tout cas. Au final, ouais. c'est anecdotique. Le fait est que, comme toute corporation, tu te déjuges pas les uns les autres et tu te rends plutôt des services. Bon, c'est comme ça dans tous les milieux de pouvoir. Je vais arrêter là la comparaison parce que je vais rapidement déraper. Mais bon, il y a très clairement le côté, je rejoins Hugo, tu vas pas déjuger ton collègue et surtout pas le prétendu meilleur arbitre français. Et quand tu vois que lui interpelle Monsieur Atelier la semaine dernière pour une situation un peu anodine comme celle de Dante, pourquoi là, sur des situations quand même grossières, il n'est pas appelé au moins une fois pour voir? Donc c'était un peu problématique, et c'est ce qui renforce, je pense, le sentiment de frustration qu'on a tous ce matin. Et puis il faut qu'on parle de son comportement aussi. Parce que Jean-Pierre River descend pour lui demander des explications, et selon le président, il faut pas qu'on le touche, il faut pas qu'on l'approche, et tout de suite il va se réfugier dans le vestiaire. Je suis désolé, si tu es honnête avec toi-même, que tu penses ne pas avoir fait d'erreur, tu prends, tu t'expliques. Mm. Tu t'expliques. Au début de la saison, on nous dit que Monsieur Gauthier, le directeur technique de l'arbitrage, va prendre les mesures pour permettre de faciliter la communication avec les arbitres. Il y a quelques mois de ça, on a un arbitre qui vient s'expliquer sur des situations qui en plus n'avaient rien d'injuste dans un match avec l'OGC Nice. Il vient, il dit voilà, j'ai appliqué les règlements, machin truc et tout. Ok, on n'a jamais vu un arbitre venir s'expliquer quand il s'est trompé. Jamais. Jamais. Et là, hier, Amazon Prime fait le choix de proposer à l'arbitre de venir s'expliquer. Il refuse. Je suis désolé. Si tu refuses de venir t'expliquer, alors qu'il y a des grosses situations injustes et un sentiment d'être lésé de la part d'une équipe, c'est que tu sais que tu t'es trompé. Et donc ça, c'est encore pire. Donc moi, je voudrais que les arbitres, type Monsieur Turpin, type Madame Frappard, type Monsieur Le Texier et compagnie, ils redescendent d'un étage. On a tous le même trio. Ah ouais, non, mais c'est insupportable parce qu'après, l'année dernière, je crois, je m'étais amusé à regarder le classement des 3 meilleurs arbitres de Ligue 1, et dans les 3 meilleurs, il y avait Turpin et Frappard. Enfin, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Je sais pas quel est le niveau de notation, les trucs comme ça, mais il faut arrêter les conneries. C'est insupportable de savoir ça. Alors que ce sont les mêmes qui créent des polémiques tous les week-ends, tous les putains de week-ends, et qui sont imbus de leur personne. C'est incroyable.
C'est incroyable. Enfin, en tout cas, c'est ce qui renvoie. Je le connais pas, mais c'est ce qui renvoie. Je suis désolé, je prends beaucoup la parole, mais il faut c'est ce que disait Jean-Pierre River également hier. D'ailleurs, bon, pour terminer sur les erreurs qu'on n'a pas mentionnées, qui sont anecdotiques par rapport aux situations de penalty qui auraient dû être sifflées. Il y a le hors-jeu fantôme sifflé sur la percée de Jérémy Boga en fin de match et en toute fin de rencontre. Il y a un corner sur une frappe déviée par le Lyonnais, repoussé par Anthony Lopez, qui est tout simplement pas sifflé, 6 mètres. Voilà. Bon, on en oublie peut-être d'autres, mais ça fait beaucoup, ce qui fait se dire, pour nous, simples supporters de foot, faibles d'esprit, on n'est pas des gens lettrés après tout, que bon, ça fait quand même beaucoup pour que ce ne soit qu'une coïncidence et que de l'incompétence. Mais c'est quelque chose je pense à quelque chose de réconfortant pour notre esprit de nous dire que les mecs sont nuls. C'est peut-être un peu plus facile à supporter, même si bon, facile à supporter ce matin, ça ne nous semble pas très très évident, je vous l'accorde. On va rester malheureusement encore un long moment sur le volet arbitrage et hors terrain. Promis, on va parler ballon après. Même si, vu ce qu'on a vu sur le terrain, ça risque d'être malheureusement très court, parce que la défaite de l'OGC Nice, elle est certes très clairement pour des raisons arbitrales. On va pas se cacher derrière, mais on peut pas les nier. Mais c'est également très clairement pour des raisons footballistiques et sur le terrain sur lesquelles nous reviendrons. Mais fait inédit, l'OGC Nice a quand même réagi, alors que ce soit le community manager en relayant la fameuse une de l'équipe de 2008, si je dis pas de bêtises, Nice volait à Lyon avec cette défaite 3-2 alors que l'OGC Nice menait 2-0 à Gerland à l'époque et il me semble que c'était un penalty, je me demande si c'est pas Benzema qui le tire en toute fin de rencontre. Voilà, on revient 3-2, je crois que Juninho marque un coup franc qui était inexistant aussi juste avant la mi-temps ou quelque chose comme ça. Bref, voilà, bon, ce match-là, ceux qui ont pu y assister à l'époque s'en souviennent forcément, on va pas épiloguer là-dessus, mais fait inédit, l'OGC Nice a réagi par l'intermédiaire de Jean-Pierre River, par l'intermédiaire de son CM, je le disais, par l'intermédiaire de Marcin Bulka aussi, qui utilisait des mots extrêmement forts, et par celui de Francesco Farioli, qui un peu plus diplomate, mais quand même, on sent qu'il y a un petit petit changement de paradigme dans le discours des joueurs et de l'encadrement de l'OGC Nice. Jean-Claire Todibo a essayé d'être le plus diplomate possible. On sent que ça lui a quand même pris 20 secondes à fermer sa gueule pour se calmer au début de l'interview d'après-match. Mais voilà, on parlait pour l'instant de la réaction de Jean-Pierre River, qui critiquait non seulement le comportement de Clément Turpin en répétant à plusieurs fois qu'il était intouchable, la décision prise par la direction technique de l'arbitrage quelques jours seulement après Monaco et la performance de Clément Turpin à la VAR de le désigner comme arbitre central. On va pas revenir sur le fait qu'il soit né à 15 minutes de bagnole de Lyon également. Les supporters lyonnais vous expliquerez que ça fait 7 matchs avec Turpin qu'il n'avait pas gagné. Bon, c'est peut-être parce que votre club est un club de merde et vous avez une équipe pourrie aussi, mais bon, on va dire que c'est une coïncidence. Voilà, revenons sur ce que dit Jean-Pierre River, qui est quand même incisif, qui a pris le temps de parler. On a vu devant les caméras avec le micro, ça doit arriver une fois par an. En ce moment, pour Marcin Bulka, qui a été un peu plus factuel, qui est revenu sur chaque fait de jeu en disant que c'était quand même un scandale et qu'à chaque fois il y avait effectivement bien penalty sur Jordan Lotomba qui est bien penalty sur Evan Guessant. Francesco Farioli, je le regardais juste en vous attendant, messieurs, avant d'enregistrer cette émission, qui disait que lui, en 100 matchs pro, en tout cas en 100 matchs sur le banc en tant que pro, jamais il n'a pris un carton jaune, mais que très clairement il sentait bien que cette attitude ne payait pas et que du coup il allait falloir se poser la question de ce qu'il fallait faire. Allez, je vous laisse réagir soit aux 3 réactions, soit tout mélanger, soit une en particulier, c'est comme vous voulez, mais par rapport à ces réactions, est-ce que vous estimez qu'elles sont salvatrices? Et quand je dis salvatrices, c'est pas uniquement pour notre ego et notre santé mentale, parce qu'effectivement, ça fait du bien de voir Jean-Pierre River gueuler plutôt que de dire on prend acte. On va pas se mentir, on l'aurait beaucoup plus mal pris. Mais est-ce que pour vous, il y a des chances que ce soit salvateur pour l'arbitrage dans les prochaines semaines autour de l'OGC Nice, ou est-ce que pour vous, c'est parfaitement inutile de toute façon et on y viendra dans le sujet suivant, l'institution du club est tellement faible que à la Ligue, à la direction technique de l'arbitrage, on a dû dire oui, bien sûr, chouiner moins fort, et on risque de voir le même type de prestation tomber sur le dos du gym dans les prochaines semaines. Inutile, je sais pas. Je pense que c'était bien de le faire déjà pour montrer que tu as vu la même chose que tout le monde et que tu peux pas accepter ce qui s'est passé hier soir. Il y a bien un président il y a quelques années, il était lyonnais, qui à chaque fois qu'il y avait des problèmes comme ça prenait la parole à tous les matchs. Donc à un moment donné, il faut accepter de se faire respecter. Je veux dire, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça en disant non mais on prend acte, on est gentil. Donc ça fera l'objet d'un débat tout à l'heure, mais
Mais oui, pour moi, c'est une bonne chose. J'ai noté, comme toi, le long silence de Jean-Claire Todibo, qui sait très bien que maintenant il est dans l'œil de la Ligue, et donc il a bien réfléchi avant de parler, même si je le trouve très correct, même un peu trop correct. J'ai noté aussi que Marcin Bulka a commencé à répondre en anglais, je pense, parce qu'il n'avait pas les mots en français pour donner toutes les explications, en tout cas aux antennes de Prime. C'est bien qu'on parle. Il faut que ça soit, faut pas que ce soit un one shot, quoi. Il faut que ça se fasse toutes les semaines quand on aura l'impression de se faire enfler de manière assez grossière. Il faut parler. Il faut prendre le temps de s'exprimer. Je suis fait partie des gens qui considèrent que ce sont pas les gentils, souriants, tout propres sur eux qui peuvent gagner, qui peuvent renverser les choses à un moment donné. C'est peut-être sale comme raisonnement, mais il faut se montrer, quoi. C'est pas possible de dire à chaque fois, non, mais c'est pas grave, pas de problème. Surtout que ça fait quand même des années qu'on pratique cette politique de communication. Non, mais ça marche pas, en plus. Ça n'a jamais marché. On va pas revenir sur les épisodes après Marseille, mais bon, c'est bien gentil de faire passer des messages en off, de dire non, mais si on râle, la foudre sera encore plus puissante sur nous. Bon, de toute façon, ça ne marche pas, quoi qu'on veuille bien nous en dire. C'est pas, en plus, même avec le changement de statut sportif de l'OGC Nice, allez, peut-être que du coup, contrairement à avant, on a un peu moins de chances de se faire enfler face à Clermont, et il y aura peut-être une décision favorable pour nous, comme face à Metz ou comme il y a eu face à je prends le pari, d'autres clubs. C'est super, mais en fait, nous déjà, on n'a pas envie on a été dans la position du petit club, on n'a pas envie que ce soit reporté sur un autre club qui n'y est pour rien, hein, et sur Clermont, voilà, pour qui on n'a pas spécialement de sympathie, mais c'est pas une raison pour se venger sur eux. Donc voilà, enfin, va bien. Enfin, je sais pas, on est en jeu depuis le début de la saison. Enfin, on est quand même sur les bases d'une saison historique où on a fait une très très bonne première partie de saison. On est en course pour se qualifier en Coupe d'Europe. Je sais pas si on finira sur le podium. Là, après oui, je m'en fous actuellement. Ce que je veux, c'est que tous les matchs qu'on puisse regarder, on ait un semblant d'impartialité, quoi. Je veux dire, j'en ai marre que on fasse des belles émissions où on accueille tous les journalistes du monde dans le centre d'entraînement, faire des beaux interviews, des machins, des trucs. À un moment donné, respectez-vous et faisons respecter l'institution. Donc oui, c'est très bien pour répondre à la question que Jean-Pierre River ait pris la parole. Ça faisait longtemps que je me posais la question s'il n'avait pas un peu disparu des radars. Il l'a fait, il a tenu son rôle. Sa réaction qui a été publiée d'ailleurs sur le compte YouTube de l'OGC Nice est assez complète et il fait part de son inquiétude, pardon, lorsqu'il y a eu la désignation de Clément Turpin, arbitre central sur ce match contre Lyon, alors qu'il était la semaine dernière à la VAR, comme on l'a dit tout à l'heure, entre Nice et Monaco. Je veux dire, il faut se poser la question aussi de ça. Comment ça se fait que 2 fois le même arbitre pour arbitrer la même équipe? Hugo, d'abord sur la nature des réactions, hein, des 3 protagonistes que j'ai cités, on va quand même, je pense, collégialement se retrouver sur quelque chose. C'est bien que le club réagisse, c'est bien que le club, par l'intermédiaire de ses joueurs, de son président, de son entraîneur, de son community manager, voilà, décide que au bout d'un moment, stop, ça ne changera peut-être rien et tu nous donneras ton avis là-dessus, mais en attendant, si on ne dit rien, de toute façon, voilà, on connaît d'avance le résultat et les instances prendront ça comme un permis de continuer à nous enfiler. Les prochaines semaines mettront à l'épreuve l'efficacité de cette nouvelle politique de communication. Mais voilà, déjà on peut dire au club que nous on suit là-dedans, même s'il y a peut-être parfois des manques et des défauts, mais au moins à minima, effectivement, défendre l'institution quand il se passe quelque chose comme ça, prendre la parole. Ça a été trop peu fait ces dernières années. Je me souviens, et on en parlait lors de la dernière émission, il me semble, d'une intervention de Julien Fournier, hein, donc ça fait déjà 2 saisons. Et alors avant, si je dois y penser, je me demande si on remonte pas une intervention de Gilbert Stellardo, qui en plus était à côté de la plaque, bon, pour ça comme pour pas mal d'autres choses. Donc c'est trop peu récurrent dans la communication de l'OGC Nice. Là ça fait du bien. Après je te laisse intervenir et seul juge selon toi de l'efficacité de la démarche. Non, effectivement, c'est bien. Et puis, comme l'a dit aussi Farioli en conférence de presse, ça renforce un petit peu le côté famille du groupe et il faut que ça serve de motivation aux joueurs sur les prochains matchs. Je dis pas que forcément il y a un complot contre nous ou quoi, mais c'est bien que les joueurs peut-être ressentent ça pour se motiver et c'est tout arraché sur le terrain. Par contre, ce que je regrette, c'est que c'est très bien de monter au créneau après match, mais je regrette quand même que sur le terrain, au moment des actions, personne vienne un petit peu mettre la pression sur l'arbitre.
C'est ce que Zakaria de Monaco avait très bien dit après le rouge de Dante, ce qu'il avait pas vu l'action, mais ils étaient quand même allés mettre la pression sur Monsieur Wattelier après le tacle de Dante, et ça avait fonctionné puisqu'il avait été exclu. Donc je regrette quand même que sur le terrain on suffisamment mettre la pression directement sur l'arbitre, parce que c'est là que ça peut un petit peu influer, même si avec Clément Turpin je pense que ça n'aurait rien changé. Mais c'est ça que je regrette un peu, c'est l'après-match, ok, mais sur le terrain ça peut avoir une petite incidence. Alric, Hugo parle de ce match face à Monaco, donc voilà, il revient sur les déclarations de Zakaria. Nous, pour ceux qui ont écouté l'émission, on avait notamment pas mal parlé avec Turkel, qui avait conceptualisé le soft power de notre club. Bon, soft power, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que la plupart d'entre vous, mais dans un souci de traduction, du coup, c'est une question d'influence, donc que ce soit sur le terrain, sur les instances, l'espèce de pouvoir de l'image de marque et de l'institution de l'OGC Nice. Et effectivement, là, après Monaco, on est encore plus dans l'interprétation. Là, on est carrément dans le vol et dans le scandale. Alors, la question que je voudrais te poser, Alric, et sur laquelle je vais également donner mon avis, c'est est-ce que ces deux vols qualifiés en une semaine, ce n'est pas aussi un symptôme de la faiblesse de l'institution de l'OGC Nice? Et je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est pas pour envoyer un tacle gratuit, parce que a priori c'est une institution que j'aime et pour laquelle je donne beaucoup de mon temps, et je suis pas encore tout à fait masochiste. Bon, juste ce qu'il faut pour supporter l'OGC Nice, je vous l'accorde, mais en fait, moi ce qui m'a encore une fois posé problème, et ce n'est pas une attaque ad hominem, parce que c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'en fait, on a été obligé de déterrer Jean-Pierre River pour faire une déclaration. Alors Jean-Pierre River, qui est extrêmement discret dans les médias, qui est un peu en retrait et qui a donné entre l'argent, le temps, l'énergie qu'il a donné à l'OGC Nice, je choisis de ne retenir que le bon aujourd'hui. Mais est-ce qu'en fait t'as pas un vide de pouvoir pour te dire que tu es obligé que ce soit Jean-Pierre River qui aille parler, parce que tu n'as plus aujourd'hui un président fort qui incarne le projet et qui incarne l'OGC Nice, comme a pu l'être Jean-Pierre River Prime, et qui le faisait très bien. Tu as un propriétaire qui est peut-être, et un Jean-Claude Banque qui sont probablement plus occupés par la finalisation du rachat partiel de Manchester United, et je crois que c'est pas la première fois que je le dis dans cette émission, c'est que en réalité je pense qu'on paraît pour un club faible, alors parce que tu n'as personne réellement pour l'incarner et pour le défendre. Tout le monde fait son taf. Et je veux bien croire que tout le monde fasse bien son taf à son niveau. Jean-Pierre River, qui aujourd'hui nous représente un peu dans les instances au niveau local, et puis qui a donné déjà plus de 10 ans de sa vie à ce club, c'est-à-dire plus que la plupart des gens ces dernières années. Virginie Rossetti, qui fait son travail de communication, et on a pu féliciter le club aussi sur un peu ce changement dans la communication, un peu plus incisif, un peu plus rigolo sur les réseaux sociaux, donc très bien aussi. Mais est-ce que c'est vraiment à elle de devoir avoir une influence sur la direction technique de l'arbitrage? Je ne pense pas non plus. Fabrice Boquet, qui je suis sûr cadre très bien le club, le nettoie, fait en sorte que ce soit plus simple. Laurent Ghisolfi, qui a fait sportivement des merveilles, voilà, super. Mais en fait, qui a le pouvoir et qui tape du poing sur la table dans ce club-là? J'ai l'impression personne. Donc là, par défaut, ça a été Jean-Pierre River. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui Jean-Pierre River a l'envie, l'influence, la stature pour ce genre de situation? Malheureusement, moi je suis un peu perplexe là-dessus. Déjà, dans un premier temps, on dit c'est Jean-Pierre River qui l'a fait par défaut, mais au témoin d'un doute, il est président de l'OGC Nice. C'est son rôle, mais un président qui est quand même beaucoup plus en retrait, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est le choix et l'organisation du club qui sont comme ça, mais beaucoup plus en retrait que ne serait-ce il y a, on va dire, avant le rachat par Ineos, et peut-être même avant le rachat par les actionnaires chinois. Non mais d'accord, mais le duo Fournier-River où ils étaient que deux pour 4 postes, ok, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en place. Florent Ghisolfi ne parle pas à la presse après les matchs ou des choses comme ça. Donc taf, d'un côté. C'est pas son taf. Le directeur général Fabrice Boquet, c'est pas son taf non plus. Mais il a fait sur X quand même. Précisons. Oui, il a fait sur, mais tout le monde peut le faire sur X. Oui, tout le monde peut le faire sur X. Si Ineos avait un tant soit peu un intérêt pour l'OGC Nice, il aurait pu le faire sur X aussi. Y a pas de problème. Tout le monde peut le faire.
Mais par contre, voilà, moi je pense que Jean-Pierre River est dans son rôle et il doit remplir ce rôle. Alors je veux bien, il avait dit je reste pas plus de 10 ans dans le foot, il est resté beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Ça, c'est très chronophage, c'est difficile, enfin, c'est quelque chose qui est très difficile le football. Il y a pas de problème, on peut trouver toutes les excuses du monde, il y a pas de problème. Mais sauf que oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse et je pense que c'est très bien que ce soit Jean-Pierre River qui le fait parce que il a aussi une place dans les instances du foot français. Il est élu dans les instances du foot français. Il est autour des tables lorsqu'il y a des réunions sur l'arbitrage, sur les nouvelles règles. Il est consulté. Donc c'est normal qu'il prenne la parole. C'est normal qu'il se montre. Alors il a peut-être plus envie de le faire autant qu'il le faisait avant parce que on se souvient que lorsqu'il y avait eu les incidents entre Nice et Marseille à l'époque Ouais, il avait été Galtier, envoyé au charbon quand même. Hein. voilà, il avait été envoyé au charbon. Il avait fait une conférence de presse qui avait été entre l'inconscience et je sais pas trop quoi. Donc oui, il avait pris la foudre absolue sur ça. Il avait dit, à partir de là, je suis persuadé qu'il a dit, ok, c'est bon, c'est terminé, j'y vais plus. Et je peux comprendre, parce que là, il s'était fait défoncer à Oui, tort ou à à titre raison. personnel en plus, il avait pris sur sa Voilà. personne. Donc, À tort ou à raison, c'est selon. Hein. Je vais pas donner mon avis, en plus je sais même plus ce qu'il a dit, mais je me souviens que ça avait été très violent. Donc à partir du moment où tu es attaqué à titre personnel, c'est-à-dire qu'on sort du cadre du football et du cadre président de club, tu dis ouais mais en fait j'ai pas envie de ça quoi, laissez-moi tranquille. Donc mais, ok. Alric, sans revenir sur le fait qu'il ait envie, pas envie, et on le comprend, hein, je pense qu'il a fait plus que son taf, Jean-Pierre River à l'OGC Nice largement, et qu'aujourd'hui qu'il n'est plus propriétaire du club, qu'il n'est plus tandem avec Fournier, bah que lui n'est pas envie, n'est plus peut-être même d'ailleurs c'est plus tout à fait son rôle dans l'organisation actuelle du club, je veux bien l'entendre, et que du coup Enfin là concrètement ça l'est, hein. Il est président du club. Hein. oui, de facto, par son rôle, ça l'est, mais tu n'as pas l'impression qu'en fait, c'est un président qui, au final, n'incarne plus vraiment le club et le projet. Et en fait, tu regardes d'autres clubs où tu as des présidents qui sont extrêmement identifiés et davantage dans les médias et qui incarnent, je me répète hein, avec ce mot, mais vraiment, c'est celui qui me vient le plus facilement à l'esprit. Oui. Mais tu vois, un Loïc Ferry, un Pablo Longoria, alors des personnages détestables et même un Jean-Michel Aulas à l'époque. Voilà, Jean-Michel Aulas à l'époque où tu en as plein des clubs où tu es capable de citer qui c'est le président et qu'en fait c'est lui qui s'occupe de la communication notamment en cas de crise. Et aujourd'hui, Jean-Pierre River, encore une fois, c'est pas une critique envers lui, pour d'excellentes raisons, a décidé de peut-être se mettre un peu en retrait. Sauf que tu as l'impression qu'avec d'autres collaborateurs qui occupent d'autres fonctions, et on les a cités, qui sont tous, et vraiment, c'est pas nous, simples supporters, qui allons remettre en cause leurs compétences professionnelles, et c'est pas l'idée du débat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vide de pouvoir et d'incarnation aujourd'hui à la justice qui fragilise l'institution, et même si toutes les personnes qu'on a citées sont attachées au club et compétentes et veulent donner le plus dans les meilleures dispositions à l'OGC Nice, il te manque quelqu'un qui soit assez fort pour, tu le disais, face à une machine qui est plus forte que toi, aller au bras de fer tout simplement et faire respecter l'institution. Et moi je trouve que je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, et c'est la faute de personne, si ce n'est de l'organisation actuellement retenue à l'OGC Nice, peut-être du fait qu'on soit chapeauté par Ineos qui également s'en accommode bien de pas avoir un personnage très fort au sein du club pour leur dire d'arrêter de se foutre de notre gueule également. Donc voilà, après c'est peut-être. Non mais je suis d'accord avec toi, mais le truc c'est que si nous aujourd'hui en tant que simples supporters on est capable d'avoir ce point de vue-là, c'est qu'à un moment donné il y a un vrai problème. Alors si on a tort, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, si on a tort, parce que je sais très bien que toutes les émissions qui sont faites, elles sont écoutées, elles sont analysées, elles sont retranscrites dans des comptes rendus, il n'y a pas de problème. Mais justement, écoutez bien ce que je vais dire. Si on a tort, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire, vous avez tort, et on va vous expliquer pourquoi vous avez tort. Aujourd'hui, oui, il y a un manque de représentation et de pouvoir au sein de l'OGC Nice pour valoriser le club valoriser le club, faire respecter l'institution OGC Nice. On n'a pas de figure de proue, on n'a pas quelqu'un qui dit c'est moi qui représente, c'est moi qui vais au charbon, c'est moi qui prends les coups à la place de tout le monde. Quand je prenais l'exemple de Jean-Michel Aulas, c'est tout simplement parce que c'est lui qui a dit il y a
il y a quelques mois ou quelques années qui disait j'allais dans la presse exprès pour prendre tous les coups, pour retirer toute la pression à mes joueurs et à toutes les personnes qui travaillaient au club. J'avais accepté ce rôle-là. Aujourd'hui, il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça, et donc clairement, ça donne l'image d'un club faible. Et si nous, simples supporters, on est capable de dire que c'est pas normal que le club accepte des décisions institutionnelles comme les reprogrammations de matchs pour quelque raison que ça soit, en faisant un petit communiqué qui dit qui prend acte, c'est pas normal que lorsqu'il se passe des problèmes avec Clément Turpin contre Monaco, on prend acte. Et puis d'un seul coup, ah ben non, finalement, on va envoyer quelqu'un pour dire non, mais on fait des décisions en interne, machin, truc et tout. On s'en fout dans l'interne. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du concret. Parce qu'on n'est pas dans les bureaux. Donc on sait pas ce qui se dit dans les bureaux. Montrez-nous que vous avez compris que c'est pas possible ça. Montrez-le nous. Et si on a tort, venez nous expliquer pourquoi on a tort. Mais aujourd'hui, oui, il manque quelqu'un pour représenter le club, c'est sûr. Bon, ce qui se passe dans les bureaux, ça ne nous regarde pas, évidemment, et on n'a pas nécessairement besoin ni envie d'être dans les secrets, mais effectivement, moi, j'étais très content de revoir Jean-Pierre River, parce que pour l'instant, tu ne le vois que sur les photos avec les recrues, mais ça m'a semblé un peu être un peu retour à le futur de me dire ah tiens, du coup on a dû ressortir Jean-Pierre River parce que en fait moi j'avais oublié qu'il existait Jean-Pierre River. Il est président du club et malheureusement il n'y a que lui et du coup je me demande en fait vu que tu ne le vois jamais et tu sais que son pouvoir en interne n'est pas celui d'il y a 5 ou 8 ans, je me demande même d'ailleurs ce que c'est son poids aujourd'hui quand il gueule, mais ça on verra dans les prochaines semaines. Pour être tout à fait complet sur le hors-terrain, et après Hugo, on va en arriver à parler de ballon, hein, mais comme je le disais, il y avait quand même une grosse partie à dire. On espère que ce sera la dernière fois de cette saison sur l'arbitrage et sur le traitement injuste du club. Parlons également du bus de supporters qui revenait du déplacement à Lyon, qui s'est fait plus que caillasser, envoyer un pavé directement dans le pare-brise sur l'autoroute. Donc heureusement, ça n'a pas touché de chauffeur. Heureusement, les 40 supporters dans le bus du coup sont rentrés, certes choqués pour la plupart, j'imagine, mais sains et saufs. Donc dénoncés par le club, par la préfecture également. De Rhône-Alpes, mais bon voilà, il y a pas grand chose à dire dessus si ce n'est qu'on est content que tout le monde aille bien. Après voilà, c'est un comportement de merde et nul doute que les auteurs seront soit pas identifiés, soit identifiés mais pas sanctionnés, parce que de toute façon on a vu avec les événements à Marseille, à proximité du stade, ce que ça a donné. Donc là, on se doute bien que dans la nuit de l'autoroute et dans la campagne, voilà, on n'attend pas grand-chose des autorités. De toute façon, pour ce qu'on attend des autorités quand il s'agit de traiter les supporters de foot comme des citoyens normaux, voilà, hein, on va pas se mentir, on n'en attend rien du tout, si ce n'est que du mauvais. Allez, passons au terrain. Je suis pas sûr que ce sera beaucoup plus joyeux et je suis désolé si vous avez tenu jusque-là dans cette émission. Sachez que tous les héros ne portent pas de cap et vous en faites partie. Vous êtes courageux. Ouais, vous êtes courageux et je m'estime courageux également. Parce que là, à part attaquer une bouteille de vodka, j'ai pas envie de faire grand chose de mon samedi. Retour sur le terrain et commençons par quelque chose de factuel et de terrible. Encore aucun but dans le jeu, tout simplement, parce qu'on se plaint des actions. On aurait pu avoir 17 pénaltys et gagner 17-1 peut-être si on les avait tous transformés. Mais en attendant, on a été encore une fois capable de ne mettre aucun but dans le jeu, malgré un certain nombre d'occasions. Je n'ai pas, pour une fois, la feuille de stats sous les yeux. Mais 20 tirs, 6 tirs cadrés pour nous. Voilà, parfait. Je l'avais en tête et j'ai surtout un Alric qui est encore plus rapide que moi. Donc encore plus d'occasions que d'habitude. Donc encore plus de tirs. Il me semble qu'au niveau occasion, ça c'est également plutôt bien traduit. Hugo, tout simplement, je vais te poser la grande question, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que Nice est la 14e attaque de Ligue 1 et tout simplement la dernière attaque de Ligue 1 à l'extérieur. C'est-à-dire que je pense qu'on est une équipe top 5 dans la préparation, dans la construction de jeu, dans l'élaboration des actions, mais on joue niveau maintien dans les 25 derniers mètres. Et c'est extrêmement problématique quand tu dois concrétiser ta domination, parce que encore une fois, les 20 premières minutes, je les trouve pas loin d'être excellentes. Il y a un pressing très haut, on gêne énormément la relance lyonnaise, on se crée des situations, il y a du mouvement, mais dans la surface t'es pas tueur, et c'est très problématique. Quand tu vois que Lyon c'est un tir cadré, un but, ils te prennent à la sortie de ton temps fort, et après on met toute la fin de la première mi-temps pour
pour se remettre dedans, alors que notre début de match était très bon. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En première partie de saison, ça arrivait souvent, mais on arrivait justement à capitaliser sur notre excellente défense pour gagner souvent à l'arrache 1-0, et ça suffisait. Mais là, quand notre défense est un petit peu moins bonne, ce qui peut se comprendre aussi vu le début de saison, et bah si ton attaque ne se met pas au niveau, bah tu baisses forcément de niveau, et c'est ce qu'on ressent au classement. Il me semble qu'on a pris 4 points seulement sur 15 possibles en 2024. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça traduit bien les difficultés de notre attaque. Et je trouve qu'on domine globalement le match. Les entrants ont redynamisé un peu l'attaque, mais on se crée pas non plus des situations énormes sur la fin de match, quoi. Il y a des frappes de Boga et Mofi de l'extérieur de la surface, mais Le ballon passe dans la surface. Est-ce qu'on peut dire que c'est une occasion pour autant Ouais, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer encore très longtemps sans marquer de but, malgré notre contrôle du match, parce que Lyon aussi a très bien défendu, mais aussi parce qu'on a du mal à vraiment être impactant dans les 25 derniers mètres, et espérons que les retours de Mofi et Boga parviennent à redynamiser cette attaque, parce qu'encore une fois, t'as eu un Laborde qui a été plus qu'en difficulté sur son côté gauche, quoi. Il ne pèse plus du tout offensivement, et aujourd'hui, il a même pas pesé défensivement de son pressing, puisqu'il a gagné 0 duel, tout simplement. Et tout de même relevé quand même le bon match de Mohamed Ali Chaud, qui s'est montré plutôt en jambes et percutant sur son côté droit. On y reviendra à Mohamed Ali Chaud, bien entendu, dans les rares satisfactions de ce début d'année déjà, mais bon, plus spécialement de ce match face à l'Olympique lyonnais. Hugo, juste avant de passer la balle à Alric, est-ce que tu adhères avec ce qu'on peut lire ces dernières semaines, et pas que de supporters niçois, hein, dans la presse nationale également, que globalement l'OGC Nice joue mieux, c'est un peu plus plaisant à voir sur le terrain, mais que l'OGC Nice ne capitalise pas là-dessus? Est-ce que tu trouves que depuis, on va dire, ces 2-3 dernières semaines, dans le jeu, on a quelque chose de plus plaisant que sur la phase aller, ou est-ce que pour toi, déjà pas tant que ça, et puis pour la finalité que ça a, on s'en fiche un petit peu? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je vois pas de différence avec le jeu qu'on pratiquait en première partie de saison. C'est juste qu'en première partie de saison, on défendait mieux, on était rarement mené, et donc à partir du moment où on menait au score, on défendait pour tenir le score sur la fin de match. C'est pour ça qu'on a beaucoup de victoires 1-0. Et là, l'impression qu'on joue mieux, c'est juste qu'on est plus souvent mené, donc on est plus souvent obligé de presser et de pousser pour revenir dans les matchs, donc ça donne des matchs plus ouverts. Mais sinon, il n'y a pas de différence dans le jeu. Je pense pas que Farioli, à l'intersaison, il ait dit aux joueurs, bon vas-y, on relâche défensivement, on donne tout pour l'attaque. On joue exactement comme en première partie de saison. C'est juste qu'on est plus souvent mené au score, et donc plus souvent obligé de revenir, et donc plus souvent obligé de s'engager dans des scénarios un peu plus fous, comme celui à Monaco, où hier on est mené après 20 minutes, donc t'es forcément obligé d'aller vers l'avant, d'aller plus vers l'avant qu'en première partie de saison où tu menais souvent 1-0. Mais sinon, je vois pas de différence dans le jeu. On est toujours très propre dans nos ressorties de balles, toujours dans ce schéma d'attirer l'adversaire, mais on est toujours très très inefficace dans les 25 derniers mètres. Ouais, l'inefficacité chronique devant le but, hein. Bon, ça ne date pas de cette saison, mais cette saison est quand même particulièrement révélatrice, hein, de ce fait. Alric, bon, déjà sur le fait qu'on ne marque toujours pas dans le jeu, hein, finalement, très peu. Heureusement qu'il y a eu la Coupe de France quand même dans l'eau pour nous rappeler ce que c'était un but sur une action construite. Et puis voilà, plus globalement sur le côté, est-ce qu'en fait on prend davantage de plaisir à voir l'OGC Nice jouer sur cette année 2024, ou comme le dit Hugo, et je le rejoindrai là-dessus, que c'est juste qu'en fait, vu que tu cours davantage après le score, tu es moins dans la gestion, et tu es obligé de faire des choses un peu plus, on va dire un peu plus ambitieuses offensivement pour rattraper ton retard, et en témoignent notamment les changements hier, où tu finis, si je ne dis pas de bêtises, avec un quatuor offensif, Claude Maurice, Boga, Mofi, Mohamed Ali Chaud, donc du coup très très loin des fois où tu faisais rentrer Perrault à gauche par exemple pour bétonner ton côté, garder la board 90 minutes. Enfin voilà, il y a ce changement de dire, vu que tu cours après le score, t'es un peu obligé d'aller provoquer ta chance, encore une fois, sans résultat, puisque l'OGC Nice, hein, c'est 5 fois mené au score cette saison et 0 point pris. On le rappelle aussi, la stat est terrible. La stat est effrayante, comme on dit les jeunes. Ouais, complètement. C'est assez effrayant de lire ce chiffre-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Hugo. Effectivement, c'est pas qu'on joue mieux, c'est pas qu'on joue différemment, c'est tout simplement
vu qu'on est plus perméable, eh bien, on est obligé de se découvrir pour revenir au score. Avant ça, en fait, je voudrais noter que on a quand même les 10 premières minutes où tu as trois occasions dans ce début de match. Clairement, si on n'avait pas les jambes qui tremblaient et les fils qui se touchent arrivés aux abords de la surface de réparation, tu mènes déjà 2-0 et le match est plié. Moi, ce que j'ai quand même vu hier, et c'est ce qui m'avait donné satisfaction pendant les 20 premières minutes, c'était que malgré tout, on avait réussi à se créer beaucoup d'espace dans la défense lyonnaise qui quand même, on voyait qu'il y avait un manque de confiance derrière et on avait retrouvé ce pressing très très haut sur le terrain individuel jusqu'à venir harceler le gardien adverse dans sa relance, chose qu'on voyait plus depuis un moment. Donc il y avait des motifs de satisfaction dans ce début de match et puis voilà, il y a une erreur d'inattention, une erreur de marquage qui revient un peu trop souvent ces derniers temps, sur laquelle on se fait punir. Et tout de suite, on est dans l'incapacité de revenir. Alors après, on peut aussi noter que là, notamment en seconde mi-temps, il y a quand même une séquence à partir de l'heure de jeu où pendant les 30 dernières minutes, en fait, c'est un attaque-défense entre Niçois et Lyonnais. J'ai l'impression qu'on est constamment dans leur surface de terrain et dans leur surface de réparation. Mais soit c'est le gardien qui la sort, soit tu fais une mauvaise passe, soit tu déclenches pas le bon tir. Je suis assez perplexe parce que je me dis, on n'arrive pas à trouver les solutions. Alors bien sûr, on a quand même noté une différence de visage lorsque Boga est rentré, mais comme tu l'as dit en début d'émission, je crois, peut-être c'était en off, je sais plus. Ils reviennent de la Coupe d'Afrique. Il faisait plus 45 degrés à l'ombre en Côte d'Ivoire. Là, il faisait 13 hier à Lyon. Donc ça a pu créer un changement assez radical. Non, mais clairement, changement d'ambiance, changement de groupe. Ils sont revenus jeudi midi, hein, donc ils ont une journée avec le groupe dans les pattes, même s'ils le connaissaient forcément de la phase aller. Et je trouve qu'en une demi-heure, ils ont quand même montré et changé quelque chose. En plus, ça a été des entrées impactantes. Ah ben clairement, je veux dire, Noboga, nos partis, hein, parce que tout de suite quand il est rentré sur son côté gauche, il a fait la différence tout de suite. Enfin, c'est dommage que dans la surface de réparation, il n'y avait pas quelqu'un pour soit avoir du vice et créer une situation litigieuse, soit essayer de pousser le ballon au fond. Mais clairement, est-ce que ça aurait changé quelque chose de créer une non, parce que non, litigieuse hier. Bon. Peut-être pas, mais non, mais tout de suite on a vu que les entrants ont montré quelque chose de tout à fait bien en fait sur la fin de match. On a quand même eu 30 minutes, j'ai l'impression, d'ultra domination. Voilà, donc c'est un peu regrettable qu'on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Je veux dire, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, on joue contre Clermont. Je prends le pari qu'on va avoir une équipe ultra défensive. Si on trouve pas la solution, on va encore se taper un 0-0 tout pourri. Et franchement, c'est un problème parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de se créer des occasions, qui sont capables de déclencher des choses de près ou de près ou de loin. Alors, point positif, on a vu des frappes de loin. Depuis que Youssouf en a marqué une, je pense que tout le monde se dit ça peut, sur un malentendu, ça peut rentrer. Voilà, tout le monde en mode Jean-Claude Duss, t'inquiète pas, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Mais voilà, je trouve qu'on est encore trop fragile. Et ce que je trouve regrettable, par contre, c'est cette frilosité défensive qui n'était pas la nôtre en début de saison. Enfin, ça fait quand même 2-3 matchs où on voit des erreurs de marquage monstrueuses sur les buts que t'encaisses. Enfin, l'erreur d'alignement de Pablo Rosario, elle est sur le but, elle est quand même coupable. Eric Hugo, je vous propose peut-être d'orienter un peu vers les satisfactions du match. Il y en a eu trop peu, très certainement, hein, mais il y en a eu malgré tout. Moi, j'en vois deux, et vous savez quoi, on va finir cette émission un peu en mode top flop, hein, sans le formaliser exactement comme ça. Mais moi, je vais commencer par mes deux satisfactions auxquelles vous pouvez abonder ou non, et surtout rajouter les vôtres. Donc on a parlé de Mohamed Adicho déjà, et puis dans la lignée de tout ce que
de tout ce qu'on a dit ces dernières semaines, en fait, un peu comme Jérémy Boga, dès que ce garçon a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose, il crée du déséquilibre et ça emmène toujours, si ce n'est à une occasion, à une situation. Il aurait pu inscrire un but exceptionnel, mais malheureusement, le poteau n'a pas fait rebondir le ballon du bon côté de la ligne de but avec ce petit piqué là en venant du côté. Et puis il a été de façon précieux, on le voit de plus en plus actif, pas encore tout à fait assez décisif, mais en tout cas, voilà, c'est le point de rupture qu'on cherchait dans notre attaque, il est là, à voir si, comme sur la fin de rencontre, on aura souvent l'occasion de le voir associé à Jérémy Boga, mais en tout cas, voilà, l'adaptation se fait assez rapidement et n'augure que du bon pour la suite, je trouve. Et puis l'autre satisfaction, bon, moi, c'est une éternelle satisfaction, Melvin Barr, J'en étais sûr. vous le savez. Non mais attends, J'en étais sûr. J'essaie de me contrôler d'habitude en disant non mais ne parle pas de Melvin Barr à chaque émission, tout ça, mais enfin son match hier, si c'est pas lui l'aiglon du match, dites-moi qui c'est, tout simplement. Il était partout défensivement, partout offensivement. Bon, ses centres ne sont pas encore autant beaux gosses que ses brochettes, hein, pour rappeler une vieille story Instagram, mais voilà, il y a quand même des centres qui au moins déjà arrivent dans la surface à défaut de trouver un joueur niçois. Il y a ces tentatives de centre de toute façon. Moi je trouve que voilà, autant la plus belle action de Jordan Lotomba, c'est de s'être pris un Mawashigiri dans la surface, mais voilà, Melvin Barr là a montré ce que c'était d'être un latéral moderne et complet. Alors avec un déficit technique qui fait que il n'est toujours pas au Real Madrid, bien entendu, mais voilà. Enfin pour moi, j'ai trouvé que c'était probablement l'aiglon du match et que lui et Mohamed Adicho, je me demande si en fait tout simplement ce ne sont pas les deux véritables satisfactions de ce début d'année 2024 et voilà. Donc je sais pas vous, entre Mohamed Adicho, Melvin Barr, Hugo, et puis si tu as un troisième, un quatrième, un cinquième joueur à rajouter, même si malheureusement je pense que voilà, il y a pas une majorité de l'équipe qu'on peut qualifier d'avoir fait un bon match. Ouais, comme tu l'as dit, Melvin Barr, c'était tout simplement impressionnant hier parce qu'il avait un vrai client en face, en la personne de Noama, qui est un ailier qui est très chiant à gérer, qui est très percutant, dribbleur, qui a d'ailleurs, qui nous a posé des problèmes. Mais malgré ça, il a pas été passé énormément de fois, à part sur le but où il a un peu pris en profondeur, mais c'était pas non plus évident. Il y a ce retour énorme en fin de première période où il sauve le but. Plusieurs fois, il a bien réussi à le contenir. Et il a aussi été impactant offensivement. Il a osé percuter, il a osé centrer, mais ça progresse d'ailleurs, je trouve, dans les centres là où l'année dernière t'avais pas un centre qui allait dans la surface. Là au moins c'est dans la surface. Après on manque encore un peu de présence pour les exploiter, mais c'est intéressant. Il varie aussi les zones. Il y a des centres à hauteur, des centres à ras de terre. Donc il progresse dans tous les compartiments du jeu et c'est très très positif. Après tu l'as dit, Mohamed El Chou, on en a un peu parlé. Bien mieux sur ce côté droit que les fois où il joue à gauche. Il est percutant, il provoque, et maintenant on aimerait bien le voir associé à Jérémy Boga pour avoir une attaque vraiment plus équilibrée, dans le sens où le danger pourrait venir des deux côtés, là où avec la board t'as presque finalement un côté mort. Donc c'est positif. Je relève aussi un petit peu le match de Pablo Rosario en sentinelle, qui même s'il il est mal placé sur le but, je le trouve bizarrement très intéressant avec le ballon dans sa qualité de passe. Face au jeu, il trouve souvent des passes qui cassent les lignes et c'est quand même positif, là où par exemple je trouve que Youssouf est un peu déficitaire dans cette relance et dans sa qualité de passe face au jeu. Donc j'aimerais le souligner aussi. Il y a une place à prendre probablement au milieu de terrain. En plus, on y viendra dans quelques instants. Donc voilà, pourquoi pas Pablo Rosario, en parler, ouais, justement. l'éternel outsider et couteau suisse, mais qui au final trouve toujours sa place dans le 11, quel que soit le poste, et souvent avec des performances intéressantes, même si bon, c'est difficile sur cette rencontre d'occulter sa responsabilité sur le but. Alors Alric, dans un premier temps, sur ce qui est positif, après promis, on peut affûter nos couteaux pour la suite. Non, mais je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Je vais juste revenir sur quelque chose que Hugo a dit et compléter un tout petit peu. Par rapport à Melvin Barr, bon, qui a fait un très bon match, hein, qui moi m'impressionne match après match. Enfin, je veux dire, hier soir, il y a 2-3 fois, même JC Todibo était en difficulté. Il arrive, il met le pied, le ballon, il reste collé. Ok, très bien. Pardon de t'avoir critiqué, il y a pas de problème. Par contre, il y a quelque chose qu'il faudrait que nos attaquants comprennent, c'est que Melvin Barr, il commence à centrer de plus en plus, il commence à centrer
enfin de mieux en mieux, parce que c'est facile de dire ouais, le ballon il a pas été coupé, mais c'est pas parce que le ballon centre était mauvais, c'est juste parce qu'il y avait personne à la réception. Donc si nos attaquants, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais nos centres ils venaient que de la gauche. Donc si nos attaquants commencent à comprendre que Melvin Barr il va centrer de plus en plus, il faudrait qu'ils commencent à se mettre dans la surface de réparation et à proposer différents appels. Parce que là, on a quand même vu des choses très intéressantes de son côté offensivement, et ça augure du bon, c'est clair. Défensivement, c'était très propre, hein, non, rien à dire. Après, oui, rapidement, Mohamed Ali Chaud, bah écoute, dès qu'il a le ballon, il se tourne, il fait un dribble, il récupère le ballon, il arrive à éliminer 3-4 joueurs avec le ballon dans les pieds, même s'il y a un ou deux comptes favorables par-ci par-là. Ok, très bien. C'est dommage que dans la finition, ça pêche encore un peu, mais au moins ça tente. Donc ça, c'était pour le côté positif. Si tu me permets, Sky, je vais ouvrir le côté négatif, parce que moi, il y a deux joueurs qui m'énervent de plus en plus. Le premier, c'est Youssouf. Je trouve que défensivement, hier, au-delà de ses gestes d'humeur et de ses cartons de plus en plus stupides, Bien heureux qu'hier, il n'y ait eu qu'un carton d'ailleurs pour Youssouf. Ah non, mais là, théoriquement... 30 secondes après avoir pris un jaune, le mec il va faire un tête avec la casette. Moi, je veux bien qu'on critique tout ce qu'on veut sur l'arbitrage de Monsieur Turpin hier, mais enfin bon, là, il avait une opportunité de nous réduire à 10 au bout de 10 minutes de jeu, quoi. Je me demande comment il est encore sur le terrain, en fait. Parce que en fait, c'est un joueur qui est sanguin, ça nous plaît, Grinta, machin, ok. Mais avoir un tout petit peu de jugement, c'est bien. Parce que c'est un bourrin. Mais c'est un bourrin maintenant dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il prend son carton à chaque match. Et donc là, je serais pas surpris qu'on nous annonce qu'il est sous le coup d'une suspension s'il prend un carton contre Clermont. Carton qu'il va prendre, évidemment, parce que c'est comme ça. Donc, il faudrait qu'il ait un tout petit peu plus de jugement par rapport à son comportement sur le terrain et qu'il save jauger quand c'est le moment de s'énerver ou pas le moment de s'énerver, parce que clairement, s'il prend un carton rouge hier, on pourrait difficilement donner tort à l'arbitre. Je vais plus prononcer son nom, comme ça je vais me sentir mieux. Et deuxième chose, c'est que je trouve qu'il fait des relances, mais de plus en plus mauvaises match après match. Je disais la semaine dernière que sur le carton rouge de Dante, en fait, tout partait aussi du fait que Youssouf, il avait mal fait sa passe. Et donc que Dante avait été obligé de courir pour aller dégager le ballon, et qu'en courant pour dégager le ballon, il a percuté Minamino. Mais ça part d'une mauvaise passe. Et je trouve qu'il en fait de plus en plus, et qu'il perd le ballon de plus en plus bêtement. Des passes à 2 mètres que tu n'arrives pas à faire à ton coéquipier, ça devient insupportable. Et comme en plus lui était dans un rôle, il remplaçait Dante au début de match dans la charnière centrale, donc ça s'est vu, parce que nos défenseurs centraux touchent énormément le ballon. Donc j'aimerais comprendre pourquoi il me semble de moins en moins en confiance, alors que c'est un joueur qui a habituellement peur de rien, qui respire la sérénité. Là, c'est beaucoup moins le cas. Et le deuxième joueur je pense qu'on va le fracasser collectivement, mais je crois qu'il le mérite. C'est Khéphren Thuram. Enfin, c'est de plus en plus incompréhensible ce qu'on voit de lui sur le terrain. Moi, ça me fait du mal de le fracasser émission après émission. J'ai l'impression d'être devenu un hater et une caricature, et ça m'emmerde, mais en même temps, j'ai l'impression que lui-même est devenu une caricature du joueur qu'il était, quoi. Donc, ah non, mais c'est difficile de pas noter les difficultés qu'il rencontre. Alors oui, on pourrait se gargariser d'une de ses une ou deux prises de balle où il a traversé toute la défense lyonnaise pour faire une frappe intérieure. C'est un des joueurs qui a gagné le plus de duels. Donc si on se fie juste aux statistiques, on peut pas dire qu'il a été totalement inutile. Par contre, dans la construction du jeu, moi je peine à me souvenir de ce qu'il a pu apporter, à part encore une fois dribbler 2 joueurs, bénéficier ou pas d'un contre favorable, et il en a assez peu eu hier, et au final de perdre le ballon. Hein. Donc j'ai pas la stat des ballons perdus, mais je me demande si elle est pas similaire ou plus importante que celle des ballons gagnés au final. Non, mais tout simplement, il ne crée plus rien. Khéphren Thuram, l'année dernière, pour pas reprendre des années trop lointaines, l'année dernière, donc dans une équipe où quand même t'as quand même quelques bras cassés, Nicolas Pepe en numéro 1, il arrive à faire des passes dans l'intervalle, des passes cachées, beaucoup de passes décisives, et il déclenche des frappes, il va marquer des buts, il est libre, il bouge et tout. Ok, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Il ne déclenche plus rien. Il n'apporte plus rien. Il perd le ballon bêtement au milieu de terrain. Il revient défensivement en trottinant. Je suis désolé, je vais revenir sur cet élément. Mais ce qu'il fait la semaine dernière, c'est symptomatique d'un joueur qui n'est plus en confiance, qui est en train de, je sais pas, perdre
de l'intérêt dans ce qu'il fait, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais en fait, je comprends plus ce qu'il fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'apporte plus rien offensivement. Défensivement, c'est de plus en plus compliqué aussi pour lui. Donc au milieu de terrain, t'as pas Boudaoui parce qu'il s'est encore blessé, je sais pas quoi. Franchement, je commence à me dire que Tom Locher aurait sa place pour commencer à gratter un peu plus de temps de jeu et devenir un peu plus titulaire. Alors parce qu'il est bon, oui, mais aussi parce que t'as des joueurs qui sont déficients. Khéphren Thuram, c'est plus possible. Ce Hugo, n'est plus possible. je suis désolé que ça tombe sur toi, hein, pour conclure le sujet Khéphren Thuram, mais pour conclure cette émission aussi, tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore quelque chose, et je pense qu'on a déjà posé la question, et je suis désolé pour ceux qui nous écoutent semaine après semaine. On est très honoré de votre fidélité, mais malheureusement on a l'âge où on commence à radoter un peu. Est-ce qu'en fait, Khéphren Thuram, tout simplement, a encore sa place aujourd'hui dans le 11 de l'OGC Nice, en tout cas pour des raisons sportives? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur ne progresse plus vraiment. Hier, on a vu, il était au duel avec un joueur de sa génération, Maxence Cacré, et il a été mangé dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire qualité technique, placement, pressing. Ça a été très très compliqué pour lui. Même plusieurs fois, il s'est fait gratter le ballon par Cacré, qui est quand même un gabarit bien moindre que lui, donc c'était un petit peu gênant à voir. Mais effectivement, il progresse plus balle au pied dans les duels, alors que sa première partie de saison était très bonne dans le repli défensif, dans toute l'activité défensive. Là, hier, c'était encore un petit peu insuffisant. Donc ça commence à se répéter, à devenir problématique. À pas écarter aussi le fait que physiquement il a connu une première partie de saison tronquée avec des blessures musculaires. Donc j'écarte pas le fait qu'il soit tout simplement pas à 100%, mais ça excuse pas la qualité technique déficitaire. Donc le problème, c'est qu'en première partie de saison, on avait un milieu avec des joueurs qui se tiraient vers le haut avec une concurrence saine. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nivellement par le bas sur ce début d'année 2024, avec des joueurs qui sont un petit peu en train de plonger au milieu. Alric Assité Youssouf. On peut aussi parler de Morgan Sanson, qui a été que j'ai trouvé un petit peu invisible hier. Donc un petit peu à l'image de l'équipe, il va falloir que les milieux remettent le bleu de chauffe pour les mois qui arrivent. Pour une fois n'est pas coutume, on va citer la presse, hein, et Nice Matin sur Khéphren Thuram, parce que je suis tombé sur leur note, sur leur petit résumé de la performance de Thuram, qui je trouve résume assez bien les choses, et en plus permettra de me dire que c'est pas moi qui ai un agenda contre Khéphren Thuram, mais que tout le monde le constate. Un raid de 40 mètres qu'il a joué en solo, alors qu'il y avait des meilleures solutions à ses côtés. Ça, c'était en fin de première période, à l'image d'un match où il a multiplié les mauvais choix et a littéralement été éteint par Cacré en première période, indigne d'un joueur de son standing. Voilà, je pense que c'est clair, concis, et on ne peut qu'y adhérer. Messieurs, vous l'avez dit, dans cette émission, prochaine rencontre face à Clermont, l'OGC Nice, après 2 défaites et un match nul, de toute façon, doit tout simplement gagner face au dernier du championnat, remettre la marche en avant, espérer. On enregistre samedi matin, on n'a pas encore les résultats du week-end, garder en tout cas une place sur le podium ou s'y accrocher le plus longtemps possible, puisque derrière ça revient vite. La 6e place est à 4 points à l'heure où on parle, avec un match en moins. Ça pourrait très très vite se compliquer, en tout cas se densifier pour la lutte pour les places européennes. Il y a d'autres échéances après qui vont arriver importantes, hein, Paris, Marseille, la Coupe de France, tout ça. Il est peut-être temps de prendre des points maintenant que le calendrier s'allège un peu, puisqu'après la réception de Clermont, c'est déplacement à Toulouse qui est 14e, réception de Montpellier 15e, donc c'est un peu l'occasion de prendre des points. C'est 9 points à prendre là. Voilà, il y aura un petit déplacement périlleux à Lens, mais après c'est Nantes, c'est Reims. Il y a de quoi faire quand même après une semaine et demie à 1 point sur 9 qui malheureusement nous a fait griller tous les jokers qu'on pouvait avoir dans cette course, pour l'instant toujours à la Ligue des Champions, et on espère que jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, on sera encore dans le coup, quel que soit après l'issue de la saison. Alric, Hugo, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Ce fut long et douloureux, comme une thérapie au final, hein, parce que c'est vraiment les thématiques de l'émission en ce moment. On espère qu'on va très très vite pouvoir à nouveau s'enjailler sur les résultats de l'OGC Nice. Mais bon, encore est toujours là de toute façon, et en attendant la prochaine émission, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.